Attendez, l'idée de malade. Vite, mettez-vous en position d'idée de malade. Le meilleur acteur pour la comédie, le meilleur acteur pour la tragédie. Le meilleur acteur du monde. Ouvert la nuit. La représentation vient de commencer. Tania de Montaigne Alexandre Hérault. sur France Inter. Bon spectacle. Et alors, puisqu'on parlait d'international, Alexandre, Oui, que se d'humour. passe-t-il du côté de l'ailleurs? Bon, écoutez, vous connaissez, j'ai peur de vous faire sourire, mais néanmoins, je sais que c'est Allez-y, assez prenez le navrant. risque. Oui, bref, vous connaissez mes difficultés à prononcer certains Aïe, patronymes, aïe, aïe. etc. Beaucoup de voyelles, beaucoup de consonnes. Oh, nous partons alors, grâce à ce film, Le fils du marchand d'olives, en Turquie, pour revisiter la mémoire arménienne d'un réalisateur, dont ça y est, je me lance. Je vais prononcer le patronyme Mathieu Zeytinoglu. Mais j'y suis arrivé. Bah oui, en fait, ça s'est bien passé. Magnifique. Bah ouais. Vous verrez tout à l'heure, on commencera justement avec tout ce qu'il y a de signifié et de signifiant dans ce patronyme compliqué. Ouvert la nuit. Jusqu'à 23h, La nuit s'ouvre sur France Inter. Alors Alexandre, est-ce que ça y est, vous êtes officiellement en Turquie? Est-ce que je suis officiellement en Turquie, Tania? Ça, c'est une vraie question. En tout cas, je suis face à un film étonnant qui sort demain sur vos écrans, Le fils du marchand d'olives. Et on va ce soir, Tania, vous raconter une étrange et dérangeante histoire et un beau voyage aux confins de la mémoire et de l'identité de notre invité. Mathieu Zeytinoglu est parti sur les rives du Bosphore. Ce jeune dessinateur et réalisateur est allé en Turquie, la même où son ancêtre était parvenu en 1915 à fuir ce pays, planifiant le premier génocide du siècle passé. Mathieu Z, bonsoir. Bonsoir. Vous m'autorisez pour votre patronyme, apparemment la formule réduite à cette dernière lettre de l'alphabet, pour faciliter, je crois, la prononciation d'un nom que vous portez parfois comme un fardeau. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai moi-même pensé à cette lettre pour me faciliter la vie Mathieu Z. et ne pas péter les plombs. D'ailleurs, preuve en est cette séquence de votre film où Anna, devenue votre femme, va jouer le rôle de votre guide dans votre mémoire. Zeytinoglu, c'est mon nom à présent. Un nom de 14 lettres, soit l'équivalent de 2 Scrabble mis bout à bout. C'est vraiment très compliqué à porter. Selon Mathieu, si nous avons des enfants, ce nom accouché dehors sera le début de leur calvaire. Destiné à être toujours dernier de toutes les listes, à être à l'école un sujet inépuisable de blagues et de calembours, et bien d'autres complications, j'en passe et des meilleures. Anna, on vient de Bonsoir. vous entendre. Bonsoir, vous êtes là. Et puis, c'est pas simplement juste un petit gimmick amusant, cette histoire de patronyme difficilement prononçable. On est là, en fait, avec le résumé de ce qui va être, d'une certaine manière, votre quête dans ce film, ce patronyme. Oui. On peut dire, d'ailleurs, Mathieu Z, je vais l'utiliser cette lettre à moi, pourquoi justement, et commencer à nous livrer un peu plus sur ce nom. C'était celui de votre grand-père? Effectivement, Zeytinoglu, c'est le nom de mon grand-père. Et Zeytunjian, c'est le nom de mon grand-père aussi. Alors, donc c'est un nom qui, à un moment donné, arménien, a été turquisé? C'est ça? C'est ça, en 1914, Ça lui a permis... d'échapper au génocide. Et puis ensuite, quand il a fallu, par exemple, venir s'installer en France, la volonté était de retrouver son nom d'origine. Tout à fait, mais c'était pas possible, hein, puisque la loi stipulait qu'il fallait franciser le nom, en tout cas les noms étrangers. Donc Zeytinoglu est devenu Zeytinoglu. Donc c'est un espèce de méandre étrange. Non, mais c'est vrai que cette explication-là, c'est un peu la clé de toute cette aventure que vous allez tous les deux entamer avec votre caméra. Ce patronyme, c'est un peu la cicatrice liée au génocide. Être obligé de continuer à porter le nom du bourreau.
Ah oui, c'est assez étonnant parce que toute ma vie, j'ai dû justifier aux gens de ne pas être turc, que je n'étais pas turc, mais arménien, d'origine arménienne, que j'avais un nom d'origine arménienne, ce qui signifiait que toute ma vie, j'ai dû expliquer aux gens qu'il y avait eu un génocide. Alors on livre finalement ce que signifie votre patronyme, tout simplement le fils du marchand d'olives, ce qui est donc ce film qu'on pourra voir dans 13 salles à partir de demain. Et on va évoquer ce road movie à travers la Turquie, marqué par des rencontres, mêlant à la fois animation, c'est aussi un film d'investigation, un documentaire historique, pour rapporter finalement la vision que les Turcs se font sur la tragédie de 1915, et pour montrer à quel point l'arménité est une chose diasporique et multifacétique. Voici un morceau qui va vous étonner, d'un duo arménien russo-hongrois, frères et sœurs, le Vatican Punk Ballet, Karen et Gaïa Arotounian, fondateurs du rock psychédélique arménien. Voilà, et ce titre, Knife. Bonjour. Oui. Alors, pour répondre à la question, quelle est la première fois où j'ai pris conscience de mon arménité, je dirais que c'est à Ani, dans l'est de la Turquie, quand j'étais avec Anna, où j'ai tout d'un coup pris conscience que j'avais des origines arméniennes ancrées en moi, dans mes gènes. Parce que là, j'ai réellement vu les cendres du royaume d'Arménie. J'ai senti à Ani et à Van une présence arménienne réellement forte. Et face à tout ce négationnisme que j'avais traversé, c'est là où j'ai réellement senti que j'avais des origines arméniennes. Et si j'avais pas fait ce voyage, je ne l'aurais jamais senti. C'est-à-dire que quand même, Mathieu,
Z. Vous exagérez de me dire ça alors que j'imaginais, et néanmoins je me trompais, que votre grand-père, sur les traces duquel vous allez partir avec votre compagne, nouvellement mariée que vous êtes, en voyage de noces en Turquie, vous avez livré, même si vous ne l'aviez jamais rencontré, déjà des petits ressorts concernant ces origines-là. Il m'a légué une malédiction, il m'a légué un nom turquifié, comme une cicatrice sur mon identité. Et toute ma vie, j'ai porté ce nom turquifié. J'ai pas été élevé parmi la communauté arménienne. Et quand j'ai rencontré des Arméniens au cours de mon existence, de mes études, j'avais beaucoup de mal à me faire passer pour un Arménien, puisque avec un nom turquifié, ils me disaient mais c'est pas possible, t'es pas arménien. Les Arméniens c'est les djans. Et quand je rencontrais des Turcs qui me disaient ah ben oui, t'es turc. Et moi je disais mais non, j'ai des origines arméniennes. Et tout d'un coup, je sentais une colère envers les Arméniens que je ne comprenais pas, jusqu'à ce que j'aille en Turquie. Et jusqu'à peut-être aussi, s'il faut remonter un tout petit peu en arrière, que vous rencontriez, j'y tiens, Anna, qui, elle, polonaise, a, d'une certaine manière, réussi à comprendre qu'il allait s'agir d'un voyage un peu plus qu'initiatique, voire une catharsis, et qu'il fallait que vous faire ensemble, d'une certaine manière. Anna, je me trompe? C'est vous qui allez lui dire, allez... Tout à fait, tout à fait. Moi, je pensais que c'était essentiel pour Mathieu d'aller sur les traces de son grand-père et sur la terre de ses ancêtres, même s'il s'agissait de la Turquie. Même s'il s'agissait de la Turquie. Ouais. Parce que là, vous savez qu'il y a des petits risques de prononcer ne serait-ce que le mot génocide là-bas tombe sous la loi 301. On va peut-être en parler. Et puis, mais vous lui dites quoi alors pour le convaincre, Anna? Si c'est pas trop indiscret, évidemment. Je Peut-être lui c'est ai des choses dit qui se disent sur l'oreiller. Oh non, je lui ai dit que c'est un pays merveilleux, que je suis allée quelques fois, que les Turcs sont super sympas. Et puis, au pire, il peut toujours dire qu'il est français, ce qui est vrai. C'est effectivement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu verras, la Turquie, ça te plaira. Tu as des origines arméniennes. Tu viens... Parce que je lui ai expliqué que j'avais des origines arméniennes. À un moment dans ma vie, je refoulais un peu ces origines. C'est ça. Parce que j'en avais marre d'expliquer aux gens qu'il y a eu un génocide et c'est pour ça que j'ai ce nom étrange. Mais Anna, en m'épousant, me dit, ah, il est bizarre ton nom, ça vient d'où? Eh bien, je lui ai dit, ben voilà, c'est arménien turquifié. Et puis, je lui ai un peu raconté l'histoire de la famille. Alors, Mathieu, Anna, votre film s'ouvre avec ce dessin animé que vous avez réalisé, Mathieu, parce que vous êtes peintre. Vous n'avez cessé aussi d'utiliser le film d'animation avant même celui-ci. Et c'est un dessin animé qui jalonnera par épisode votre récit. Et c'est Jean-Claude Dreyfus qui vous prête sa voix extraordinaire. Un vrai bonus. On écoute le début. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait un marchand d'olives arménien. Il avait 3 fils, et Garabed, le plus jeune d'entre eux, paraissait le plus apte à perpétuer la tradition. Devenir marchand d'olives, comme son père, le père de son père, et le père du père de son père avant lui. On lui disait souvent, « Garabed, tu es un grand rêveur, c'est pourquoi tu seras un bon vendeur, car un bon marchand doit savoir faire rêver ses clients. » Effectivement, Garabed aimait à rêver à l'ombre des oliviers, et lui qui avait l'habitude de faire de beaux rêves, fit un jour un cauchemar terrifiant. C'est l'histoire d'un fils du marchand d'olives que je vais vous raconter à présent. C'est celle-là qu'on va raconter à tous nos auditeurs à présent, Mathieu Zeytinoglu. Jean-Claude Dreyfus nous évoque ce cauchemar. Est-ce qu'on peut le résumer? Le cauchemar du génocide arménien, vous voulez dire? Ou le cauchemar du négationnisme? Ça, évidemment, c'est la toile de fond. C'est presque le but de votre quête, de votre enquête. Que sais-je? Ah, vous voulez dire le cauchemar de ma vie de Zeytinoglu? Et ce que vous inventez pour que tout commence comme une fable? Eh bien, c'est vrai que pour reconquérir mes origines arméniennes, c'est une espèce de quête sans issue. C'est aller dans un royaume qui n'existe plus, au même titre que les Atlantides,
puisque le royaume d'Arménie, en tout cas ce qui était la région où vivaient les Arméniens, a été complètement rayé de la carte. Et mon identité, pareil, mes traces familiales ont été également effacées. Donc pour reconstruire cette histoire, il a fallu que j'aille plonger au cœur de mon être, en fait, au fond de moi-même, et que j'utilise le procédé de la fable. Et oui. Tout simplement. Qui permet d'ailleurs justement de parler de ce drame de manière totalement, radicalement différente tout ce qu'on a pu jusqu'à présent lire, entendre, voir. Et d'ailleurs, la manière dont vous allez aussi manier l'image du côté de la caméra est assez surprenante. On a entendu la voix d'Anna qui est à vos côtés ce soir aussi. On va écouter pour voir comment vous le narrez justement ce road movie, ce passage où après être passé à Istanbul, après avoir acheté vos billets, vous atterrissez au plus près de là où votre grand-père avait changé son nom, à côté d'Ankara après un voyage en train. On vous écoute. Ne içersiniz? Tu bir. Tu bira. İçi Efes. Yok bizde yok. Biran yok. Yok. Yok bira, okey. Ankara, une ville bruyante et étouffante. Après 15 heures de train, impossible de trouver une bière. Pour une Polonaise, c'est difficile à vivre. C'est ici, dans la banlieue d'Ankara, à Keskin, que Garabet Zeytunjian est devenu Garabet Zeytinjoglu. Mais on sait tous les deux qu'on ne trouvera pas grand-chose sur lui ici. Mathieu est silencieux, maussade. Cette ville ne l'inspire pas. Même s'il ne dit rien, je crois qu'il m'en veut de l'avoir amené ici et qu'il voudrait rentrer. C'est quand même là où il y avait les Arméniens, non? À l'est de Turquie. Je croyais que tu voulais visiter la terre de tes ancêtres. Non? C'était ça l'idée? Mathieu, votre époux ne vous lâche pas d'une semelle, Anna. On vous voit, c'est vous, notre guide finalement, dans ce qui est sa mémoire et sa quête. Il vous filme tout le temps et vous menez l'enquête. Je passe mieux à l'écran que lui, je crois. Vous êtes aussi comédienne, c'est vrai? Oui. Comment vous l'avez pris, ce rôle? D'avoir à être dans les commentaires, à être filmé, même sur l'oreiller? Comme un jeu, en fait. C'est un jeu dans le sens de jeu, avec la caméra, en sachant que Mathieu est juste derrière, et naturellement. Il a eu véritablement des moments de doute, comme ceux que vous énonciez là, dans l'extrait? Oui, bien sûr. Il y a eu des moments durs où on s'est vraiment posé la question, surtout Mathieu, pour lui, c'était plus dur que pour moi. S'il voulait continuer, en fait. S'il voulait continuer encore plus à l'est. Et ça, la difficulté était comment le pousser, parce qu'on ne pouvait pas juste s'arrêter. Il fallait avancer. C'est vrai que c'était une véritable épreuve de faire le film, du début jusqu'à la fin. Ouais. Ah oui. Mais en même temps, c'était une épreuve merveilleuse, parce que ça reste un voyage de noces. Faire ce voyage-là, de cette manière-là, c'était une manière de vivre autrement son amour. C'est une manière, pour aborder un sujet aussi dramatique, aussi dur, aussi violent que le génocide, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi avant de faire le film. D'autant plus que vous êtes documentariste, donc vous avez traité des sujets de société très lourds. J'ai réalisé quelques documentaires, j'ai monté beaucoup de documentaires aussi, ce qui me donne une expérience intéressante sur la narration, le travail de la narration. Et j'ai voulu justement trouver une autre manière d'aborder ce sujet plus actuel pour le faire ressortir toute l'actualité qui peut y avoir. Et effectivement, tout l'amour qu'il peut y avoir dans un voyage de noces permet de trouver un équilibre avec tout le cauchemar, parce que c'est vraiment une plongée dans un cauchemar, de plonger sur le génocide arménien, les lectures qu'on peut avoir, et tout ce qu'il y a derrière dans ce pays de l'autre côté du miroir, je dirais. On va aborder ce qui est le substrat de votre enquête, votre combat contre le négationnisme turc et plus globalement contre toute forme de négationnisme. On le fera après ce titre d'Erwan, Le papier d'Arménie, bien sûr.
papier d'Arménie, le passeport d'Aznavour, brûle mon ennui dans des roulis étranges. Il brûle le souvenir d'une liste en boule, une fumée de martyrs que l'Arménie en bloque. Le papier d'Arménie assainit l'air, embrume les nuits d'un infini mystère. Les lambeaux s'envolent et de la liste en boule ne reste que l'auréole de Constantinople. Brûle, brûle, consume les souvenirs, que la brume de ses vannes libère les martyrs. Brûle le mystère et la fumée s'enroule aux flammes de l'enfer, des lames d'Istanbul. Le papier d'Arménie parfume tous les airs d'une mélancolie jaillit d'une autre ère. Il brûle mes hivers, apaise ma souffrance, souvenir d'une terre où c'était Byzance. Brûle, brûle, consume les souvenirs, que la brume d'Erevan libère les martyrs. Brûle le mystère et la fumée s'enroule aux flammes de l'enfer, des larmes d'Istanbul. Brûle, brûle, consume les souvenirs, que le Caucase embaume, réveille les fantômes. Brûle le mystère et la fumée s'enroule aux flammes de l'enfer, des larmes d'Istanbul. Madame, monsieur, bonsoir. L'enquête sur le problème arménien va ce soir nous entraîner en Turquie. On ne comprendra jamais le problème arménien si l'on ne se réfère pas à l'effroyable génocide de 1915. Cette année-là, par centaines de milliers, les Arméniens furent laminés. C'était donc pendant la Première Guerre mondiale. Les Arméniens turcs venaient de refuser de combattre la Russie. C'était en 1915, pendant que les nations européennes s'étripent dans les tranchées, l'armée turque décide de supprimer le peuple arménien. Le 24 avril 1915 marque le début du génocide orchestré par les Turcs dans la mémoire collective des Arméniens. Ce jour-là, des milliers des leurs sont arrêtés. Vont s'en suivre des mois de pogroms, d'exécutions de masse et de déportations. Ces déportations sont organisées sur ordre du gouvernement central à Constantinople. Hommes, femmes et enfants, sans exception, sont soit abattus, soit transférés vers Alep, puis dans les déserts de Syrie, dont ils ne reviendront pas. Mathieu Zeytinoglu, j'y arrive presque, hein, vous avez vu ? Oui, ça progresse. Hein. J'ai abandonné le Z et je... Non, mais ce patronyme devient un peu nôtre, comme vous avez comme ambition aussi, que lors du temps
de cette projection de votre film, Le Fils de l'Olivier, on devienne tous un peu arméniens. Et ça opère, croyez-moi. On a parlé tout à l'heure du traitement de l'image quand vous suivez Anna pour ce road movie là-bas en Turquie. On a parlé des dessins d'animation avec cette voix superbe de ce conteur qui est Jean-Claude Dreyfus. Et là, on vient d'entendre un petit mix que vous avez fait, que vous mettez aussi en image, graphiquement, c'est très intéressant, de toutes ces archives. C'est très intéressant aussi ce passage-là parce qu'on voit Patrick Poivre d'Arvor perdre ses cheveux. Il y a une archive d'il y a 25 ans, une archive d'il y a même pas une dizaine d'années, comme quoi le problème est récurrent. Vous, l'utilisation de ces images-là, c'est une volonté aussi de faire un film avec une dimension pédagogique, un film presque d'historien? Complètement, un film documentaire type, traité d'une manière différente. L'idée, c'était de contrecarrer les films négationnistes qui existent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film négationniste. C'est très bien fait. C'est aussi bien fait qu'un film comme le génocide arménien de Laurence Jourdan. Et on pourrait ne pas voir la différence et ne pas savoir, puisqu'ils utilisent les mêmes images. C'est ce qu'on appelle l'anamorphose. C'est ce qu'à un moment donné, Yves Ternon, qui est spécialiste, historien du génocide, vous l'interrogez, et vous lui mettez ces images que, d'une certaine manière, le gouvernement turc, par l'intermédiaire d'un petit musée que vous visitez dans l'est de l'Anatolie, va vous livrer à Paris. Surprise divine, vous avez la preuve de ce que vous me racontez là. Que c'est les Arméniens qui ont massacré des Turcs. Et oui. Voilà, et prouvé avec des images à l'appui qui, selon Yves Ternon, sont probablement des images d'Arméniens turquifiés pour l'occasion. On est dans une grande mascarade. Le problème, c'est que tous ceux que vous rencontrez, vos gentils hôtes, les gens dans la rue avec qui vous prenez partager le café, le quotidien, tous que vous filmez et que vous interrogez sur leurs propres connaissances, personne ne sera capable en Turquie de vous le raconter. Et tous pensent, comme ce que vous venez de dire, qu'il s'agit d'un mensonge. La thèse officielle, ce qu'il y a dans leurs livres, ce qu'il y a dans leurs films, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur apprend, et pourquoi ils le mettraient en doute. Après, c'est la question de la responsabilité individuelle face à la mémoire, et du fait qu'une démocratie commence à partir du moment où le peuple connaît sa propre histoire, et peut remettre en question ses élus, et une histoire qui est troquée ou tronquée. Ce que vous mettez aussi, et là on le découvre à la lumière, c'est qu'il s'agit d'un crime parfait puisqu'on en a effacé les traces. Il y a d'ailleurs un très très beau discours de Bernard-Henri Lévy lors d'un meeting contre le négationnisme en 2007 que vous utilisez. Là aussi, vous utilisez, on voit juste son visage en ombre, mais le reste est un travail de graphisme assez étonnant. Vous avez l'impression, finalement, je disais tout à l'heure, de faire œuvre de pédagogie ou devoir simple de mémoire, Mathieu? Complètement. En fait, il y a vraiment une volonté d'être pédagogique, mais de parler au cœur et à l'esprit. À l'esprit par la reconstitution de l'histoire, et au cœur justement pour montrer, pour faire partager, comme vous disiez tout à l'heure si bien, ce que vivent les Arméniens, que les gens puissent se sentir arméniens le temps du film, et réagir et réfléchir, et se dire mais finalement, est-ce que nous-mêmes, nos gouvernements nous montrent pas? Où s'arrête le négationnisme? Est-ce que le négationnisme turc n'est pas en train de franchir les frontières de l'Europe? On le voit, en tout cas, avec cette loi, justement, qui a tenté d'être votée ici pour le punir, le négationnisme. Vous ne faites pas œuvre de démonstration pour appuyer cette loi-là, contre laquelle ont lutté aussi, peut-être avec raison, certains historiens, très cher Mathieu. Mais néanmoins, il y a certainement aussi des choses qui vous chagrinent, parce que quand vous le projetez, ce film a été réalisé il y a plus d'1 an, il a reçu dans divers festivals déjà des prix. Mais il y a ici eu beaucoup de difficultés pour convaincre un producteur. Vous avez même vu à un moment donné vous dire, mais finalement, qui se soucie des Arméniens, ce qui était le discours d'Adolf Hitler en 1939. Complètement. En fait, tous les producteurs avec lesquels j'avais l'habitude de travailler n'ont pas voulu s'engager sur le projet, même s'ils trouvaient que c'était une démarche intéressante, et puis qu'ils parlaient de la grande histoire en utilisant la petite histoire.
c'était très bien. Mais effectivement, un m'a dit « mec, il se soucie des Arméniens ». À peu près comme ça. Je pense qu'il ne connaissait pas la phrase d'Hitler, d'ailleurs. Mais effectivement, Hitler, c'est probablement... a été probablement très inspiré par cette histoire tragique de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, l'Allemagne, récemment, Angela Merkel, reconnaît l'action qu'a eue l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale en Turquie. Il y a eu apparemment une implication de l'Allemagne dans le génocide arménien, reconnue par Angela Merkel. J'ai envie d'entendre une dernière fois, pour conclure presque, votre épouse Anna, qui vous a accompagné dans ce travail cathartique. Vous avez appris quoi? Et à la fois sur vous, et à la fois sur Mathieu, en faisant cette épopée, en tirant le fil de cette mémoire? Que c'était nécessaire qu'on le fasse, ce voyage. J'étais contente de l'avoir poussé à le faire. Finalement, je me suis rendu compte, encore une fois, que ce qui nous tue pas nous rend forts. Voilà. Et ça vaut pour nous deux. Et notre amour n'en est que renforcé, d'ailleurs. Il n'en est pas mort. il aurait pu. Beaucoup de gens nous ont prédit un amour funeste à cause de cette histoire. Non, je pense que justement la malédiction ne poursuivra pas vos rejetons qui naîtront de cet amour si rayonnant. En tout cas, un grand merci d'être venus tous deux nous présenter ce film qui sort demain, je le rappelle, Le fils du marchand d'olives. Vous avez appris tout de même à dire au revoir en arménien? Non, pas encore. Il est temps que vous alliez là-bas, dans l'Arménie soviétique, mais ce sera peut-être un ex-soviétique, un sujet d'une autre enquête en cours. Salute the sun, I've been sitting here all night long. Rolling rock over Buddha with the long horn. Got a hole, rip a pocket of my uniform. With the black watch, boys, get your heads down. Oh. Judy calls, but it's way too late, I'm too far gone. Waiting for God, oh hell, with my pants down. Crack the stash, send me crying in the midday sun. I miss my dog and I miss my freedom. They know I'm here just out of sight. Don't know why they are calling on the radio. It's by my side and I know I'm right. I don't know why they are calling on the radio. They know I'm here just out of sight. Don't know why they are calling on the radio. It's by my side and I know I'm right. The things I think about you when I'm all alone. I know you're tough, but I've been gone for so long. Play the memories of you inside my head. So all these pictures of us burn and radiate. Watch the clouds and I'm falling through the cracks. Head beats and the heart is pounding fast off the ground into the starry dark. Into your arms I'm falling. They know I'm here just out of sight. Don't know why they are calling on the radio. It's by my side and I know I'm right. I don't know why they are calling on the radio. They know I'm here just out of sight. Don't know why they are calling on the radio. It's by my side and I know I'm right. On
one here just out of sight. Don't know why they are calling on the radio. It's by my side and I know I'm right. Don't know why they are calling on the radio. Comes on my side and I know I'm right. Don't know why they are calling on the radio. Comes on my side and I know I'm alright. Et derrière la console de diffusion ce soir, c'était Alain Gadan et Benjamin de la Gâtinais. Demain, derrière ces micros, ça ne sera pas ouvert la nuit puisqu'on les cédera, ces micros, à Didier Varro qui évidemment retransmettra le concert de Dominica qui sera sur la scène de la Gaîté Lyrique et qui présentera son nouvel album Vers les lueurs. Voilà, c'est son 9e album d'ailleurs. Donc demain, à notre place, c'est Dominica. Et c'est pas mal non plus.